Bonjour, il est 15 heures. Merci d'être au rendez-vous pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Lancement officiel de la troisième phase de la réforme des textes statutaires régissant la fonction publique. Dans ce qui domine l'actualité internationale, des pertes dans les rangs de l'armée d'occupation et civils tués à Gaza, tandis que les négociations se poursuivent. C'était les titres. Place au développement. Nous allons donc dans la région d'Arta, dans le cadre de la riposte nationale contre la sécheresse. En effet, la région d'Arta a intensifié ses efforts en faveur des populations touchées par la crise climatique. Une cérémonie de distribution de vivres s'est tenue récemment, marquant une nouvelle étape dans cette mobilisation solidaire pour l'ensemble des 5 régions du pays, y compris Djibouti-Ville. 26 000 ménages bénéficiaient déjà d'une aide alimentaire face à l'aggravation de la sécheresse. 15 000 ménages supplémentaires ont été intégrés au programme de soutien. Dans la seule région d'Arta, 3 920 bénéficiaires étaient déjà inscrits dans le programme d'assistance. Ce chiffre a été porté à 5 420 bénéficiaires grâce à l'ajout de 1500 ménages vulnérables identifiés dans les zones les plus exposées. La cérémonie officielle de distribution s'est déroulée en présence du préfet adjoint d'Arta, du chef de corps armé de la région, du représentant du conseil régional, du coordinateur du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, des représentants du secteur de la santé ainsi que du sous-préfet de Gabla-Galen. Entre autres, cette action s'inscrit dans une dynamique nationale de solidarité engagée par les autorités djiboutiennes pour faire face à une sécheresse persistante qui menace les moyens de subsistance des communautés rurales. À cet effet, donc, le sous-préfet de Gabla-Galen a pris la parole. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Suite à l'appel lancé par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Merguele, dans le cadre de l'assistance et de la riposte nationale contre la sécheresse qui a été lancé, un comité ad hoc supervisé et coordonné par le Premier ministre a été instauré et tous les ministères sectoriels concernés œuvrent jour et nuit pour répondre à cet appel. Sur instruction du ministère de l'Intérieur, la préfecture d'Arta a aujourd'hui, jeudi 10 juillet, réceptionné sur site, c'est-à-dire dans la localité de Gabla-Galen, le convoi avec l'appui des forces armées djiboutiennes. Le ministère de la Santé est aussi associé dans cette opération, ainsi que les rations alimentaires qui sont octroyées par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Nous sommes aujourd'hui à Gabla-Galen où on va procéder à la réception et à la distribution des denrées alimentaires pour 300 familles qui vivent ici et qui sont touchées par la sécheresse ici à la localité de Gabla-Galen ainsi que la sous-localité de... Toujours dans le cadre de la riposte nationale de lutte contre la sécheresse, nous allons donc à Obok où le gouvernement a intensifié ses interventions humanitaires dans les régions de l'intérieur durement touchées par le manque prolongé de précipitations. Après une première opération menée à Hedley, les distributions de vivres se sont poursuivies dans les localités de Guéré, Bossali, situées dans la région d'Obok. À Guéré, 40 kits alimentaires ont été remis à des familles identifiées comme étant en situation de grande vulnérabilité.
À Bozali, 268 kits ont été distribués afin de répondre à une insécurité alimentaire persistante et aggravée par la sécheresse. La mission a été encadrée par plusieurs responsables, dont Dr Mohamed Jilani, représentant du service vétérinaire à Obok, Dr Ibrahim Ahmed, du sous-directeur de l'élevage, Abarda Mohamed, coordinateur régional du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, l'équipe de santé d'Obok, le lieutenant Hassan Ougas du régiment d'Obok, ainsi que des représentants du RIAO. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de soutien aux populations rurales affectées par les effets du changement climatique. Le gouvernement de Djibouti réaffirme à travers cette action sa volonté de renforcer la résilience des communautés et d'assurer également une riposte rapide face aux crises humanitaires. Plan de la sécheresse, le ministère, le territoire national, plus de 25 000 ménages bénéficiaient du projet PITCH des transferts monétaires dans la région d'Obok, plus que 2700 ménages qui ont bénéficié de vivres. Les ripostes avec 2000 pour la sécheresse, en tout 4700 ménages qui ont bénéficié de ce projet de sécheresse. Nous souhaitons remercier le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre de la République de Djibouti et son gouvernement, aussi le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Je remercie aussi le chef de corps, colonel Ilyas Omar Youssouf, avec ses équipes. Je vous l'annonçais dans les titres, lancement officiel de la 3e et ultime phase de réforme des textes statutaires régissant la fonction publique djiboutienne. La suite dans cette séquence. Le lancement officiel de la 3e et ultime phase de réforme des textes statutaires régissant de la fonction publique djiboutienne, une cérémonie sobre mais marquée par une vive attente présidée par le ministre du Travail en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses personnalités civiles et militaires s'est tenue au Palais du Peuple. Cette étape marque l'aboutissement d'un chantier longuement attendu, né d'un travail acharné entamé il y a plus de 4 ans sous l'égide du secrétariat exécutif chargé de la réforme administrative. Un processus suivi de près par les agents publics comme par les institutions elles-mêmes, impatients de voir se concrétiser un projet prometteur. La réforme s'inscrit dans le prolongement direct du nouveau statut général de fonctionnaire adopté le 24 janvier dernier, dont l'objectif est de clarifier, harmoniser et moderniser les règles applicables à tous les corps de métier au sein de l'administration. Rappelons qu'en octobre 2024, le gouvernement avait pris les devants en instituant une commission par décret présidentiel. Celle-ci, composée de hauts responsables issus de la présidence, de la primature et de ministères concernés, est placée sous la direction de Mohamed Awal Dirir, secrétaire exécutif chargé de la réforme, assisté du secrétariat technique formé d'experts au ministère du Travail. L'enjeu est clair, refonder le cadre statutaire des agents publics pour assurer une cohérence juridique accrue, une équité renforcée entre les différents corps, ainsi qu'un ancrage plus fort des droits sociaux dans les... Notre pays, à la différence de bien de ses voisins, ne peut pas compter sur des ressources naturelles. Son développement passe par le capital humain. Le premier employeur est ici l'État. Il faut que ce dernier puisse compter sur des hommes et des femmes bénéficiant de bonnes conditions d'emploi, motivés, compétents et productifs. Depuis bien trop de temps, la plupart des fonctionnaires de notre pays n'ont pas vu réviser leur statut. À la vétusté des statuts particuliers issus du décret en date du 29 mai 1989, à l'obsolescence souvent injustifiée en pratique de maintes de ces dispositions, s'ajoute un diagnostic largement partagé. Le décret de mai 1989 a fait l'objet de multiples contournements au travers notamment de la multiplication de statuts particuliers de divers corps de fonctionnaires. La représentante de l'Union européenne a également pris la parole, suivant ses propos. Nous partageons une vision commune, celle d'une administration efficiente, d'une fonction publique efficace qui permette une gouvernance résiliente tellement nécessaire dans le contexte mondial et régional compliqué. Et là, cette vision, je vous assure, nous la partageons également en Europe, y compris dans la fonction publique européenne dont je suis membre.
Ceci va tout droit dans les appels du chef de l'État pour la gouvernance, dont l'un très récemment. Et de ce point de vue, je souhaiterais saluer l'assiduité et la vision avec laquelle ce projet de la réforme administrative a été développé, avec un nombre d'outils très importants et qui maintenant ont été développés et mis en œuvre successivement, y compris avec cette nouvelle réalisation dont nous venons de célébrer et d'applaudir aujourd'hui. Toujours concernant ces réformes, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration s'est également exprimé. Dans le cadre du programme de modernisation des textes régissant de la fonction publique, le ministère en charge de la fonction publique, à travers le secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, a engagé depuis le début de l'année 2020 une vaste processus de réforme des textes juridiques de la fonction publique. Ce chantier s'inscrit dans une logique de renforcement de la gouvernance administrative et de promotion de la justice sociale. L'un des étapes majeures de ce processus est l'adoption du nouveau statut général promulgué par le président de la République le 24 janvier, dont les décrets d'application sont actuellement en cours de finalisation. Nous abordons aujourd'hui une phase décisive, la révision des statuts particuliers des fonctionnaires, en rigueur depuis le décret numéro 89062 du 29 mai 1989. Ce texte, devenu obsolète, ne répond plus aux réalités actuelles du monde du travail ni aux besoins contemporains de notre administration. La réforme que nous lançons se justifie plusieurs titres. La nécessité d'assurer la conformité des statuts particuliers au regard du nouveau statut général des fonctionnaires, l'adoption de certains métiers prévus dans les anciens statuts appelant à leur suppression, de fusion ou de la création de nouveaux statuts, la disparité de rémunération entre statuts qui fragilise l'unicité de la fonction publique. Depuis plusieurs décennies, cette unicité est mise en cause pour contourner les gels des avancements budgétaires inscrits dans la loi des finances successives. Plusieurs secteurs ont adopté des statuts particuliers assortis de compléments de rémunération. Cette pratique contribue à accentuer les inégalités entre fonctionnaires appelés à œuvrer ensemble au sein de la même administration. En somme, la réforme que nous amorçons aujourd'hui vise donc à corriger les déséquilibres. En somme, il s'agit de rétablir un cadre équitable et cohérent pour l'ensemble des agents publics dans une logique de performance, d'équité et de justice. Quant au ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, il a indiqué que l'enjeu était clair, refonder le cadre statutaire des agents publics pour assurer une cohérence juridique accrue, une équité renforcée entre les différents corps. Cette phase marque le couronnement d'un travail rigoureux engagé depuis plus de 4 ans sous la conduite du secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration. Elle constitue l'ultime étape d'un processus structurant attendu de longue date par les agents publics et par l'ensemble des institutions administratives de notre pays. Nous sommes ici réunis pour poser les jalons d'une fonction publique moderne, équitable et performante, à l'image des ambitions portées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en matière de gouvernance, d'efficience administrative et de justice sociale. Mesdames et Messieurs, les textes régissant la carrière des fonctionnaires depuis le recrutement jusqu'à leur retraite datent pour l'essentiel des années 80 et bien avant. Ils ne répondent plus aux exigences actuelles, ni aux défis d'un service public en mutation. Le Président de la République a exprimé avec clarté et conviction la nécessité d'une mise à jour profonde de ces textes, afin de doter notre administration d'un cadre statutaire adapté aux enjeux contemporains, plus juste
plus transparente et plus efficace. Mesdames et Messieurs, nous plaçons au cœur de cette réforme l'équité et la valorisation du capital humain. Il s'agit de garantir à chaque fonctionnaire, sans distinction de sexe, d'origine ou de situation, une égalité de traitement en matière de rémunération, de progression de carrière, de formation et de conditions du travail. Il est temps de construire un environnement professionnel inclusif et motivant qui permet à chacun de s'épanouir tout en contribuant pleinement à la mission de service public. Mesdames et Messieurs, la troisième phase que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de modernisation profonde de notre fonction publique. Elle vise à refondre les cadres statutaires des agents en assurant une meilleure cohérence juridique, une équité renforcée entre les différents statuts, ainsi qu'un meilleur ancrage des droits sociaux dans les systèmes de rémunération. Concrètement, il s'agira de réduire les disparités entre les anciens statuts issus des décrets de 1989 et les statuts spécifiques plus récents, afin d'accroître la part des éléments cotisables, afin d'améliorer la couverture sociale et de regrouper l'ensemble des statuts particuliers révisés dans un seul décret conforme au nouveau statut général. Mesdames et Messieurs, pour atteindre ces objectifs, nous avons adopté une démarche fondée sur la concertation, la transparence et la rigueur, des analyses techniques, des entretiens approfondis ainsi que des consultations de terrain seront menées avec le soutien des ministères sectoriels. Nous allons en Suisse, à Genève, où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouersama Diri, a pris part aux travaux de la 9e édition de la conférence des Nations Unies sur la concurrence et la protection des consommateurs qui se tient du 7 au 11 juillet à Genève. Cette série de conférences organisée tous les 5 ans est la réunion multilatérale de plus haut niveau au monde sur la concurrence et la protection des consommateurs. Cette conférence vise à contribuer à des réformes significatives du droit et des politiques à une meilleure application de la loi dans les pays en développement. Cette conférence examinera un projet de résolution sur la sécurité des produits de consommation qui sera soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies. La résolution marquera également une étape importante dans la coopération internationale car elle vise à établir un nouveau cadre mondial pour protéger le consommateur du monde entier contre les produits dangereux. En marge de la conférence, le ministre s'est entretenu avec le numéro 1 de la commission sur la conférence du COMESA, une rencontre au cours de laquelle les priorités d'appui technique pour la nouvelle politique de concurrence pour Djibouti ont été identifiées. Retour à Djibouti où, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, une formation en développement personnel a eu lieu mercredi 9 juillet au Centre de développement communautaire d'Ali Sabié. Et ce, en présence des autorités locales, notamment le vice-président du conseil régional d'Ali Sabié, Nour Saïd, ainsi que le sous-directeur régional du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Cette session de formation animée par la consultante Mme Nassira Ahmed a réuni plusieurs jeunes, dont 35 diplômés de la région. L'objectif principal est de doter ces jeunes de compétences personnelles et professionnelles, leur permettant de mieux s'insérer dans la vie active, de renforcer également leur confiance et d'améliorer leur capacité à prendre des initiatives. Ce programme s'inscrit pleinement dans une stratégie nationale, celle du ministère de la Jeunesse et de la Culture, visant à outiller la jeunesse djiboutienne à travers des formations pratiques adaptées aux besoins actuels du marché de l'emploi. Ainsi, le ministère de la Jeunesse et de la Culture reste fidèle à son engagement d'accompagner les jeunes dans leur épanouissement personnel. La Direction générale de la protection civile a officiellement clôturé ce matin une session de formation spécialisée intitulée « Unité de sauvetage et d'appui sur les recherches dispensées au profit des sapeurs-pompiers djiboutiens ». Présidé par le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile, en présence de l'attaché de la sécurité auprès de l'ambassade de France à Djibouti, marquant ainsi
l'importance de la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité civile. Cette formation d'une durée de 2 semaines a bénéficié à 28 agents de la protection civile rigoureusement sélectionnés pour intégrer la 2e unité de l'USAR du pays. Ces unités spécialisées sont destinées à intervenir rapidement, efficacement lors des catastrophes naturelles ou technologiques, en particulier pour les opérations de recherche de sauvetage en milieu urbain. L'objectif principal de cette session était de renforcer les capacités opérationnelles des sapeurs-pompiers en matière de sauvetage des victimes coincées ou ensevelies à travers l'apprentissage des techniques avancées de recherche, de localisation, de dégagement et de stabilisation jusqu'à leur prise en charge par les services de secours appropriés. Cette initiative s'inscrit pleinement dans une stratégie nationale de modernisation, de professionnalisation des unités de secours djiboutiennes visant à améliorer les réactivités et leur efficacité face aux situations d'urgence complexes. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des certificats aux agents ayant suivi cette formation avec succès, suivi d'un moment de convivialité marqué par des échanges de cadeaux symboliques. Niveau 1 et 2, nous avons été diligentés par la Direction générale de la sécurité civile et les casques en France pour venir faire cette mission au profit des sapeurs-pompiers de la DNPC et de l'ensemble de la population djiboutienne. Nous avons formé 24 stagiaires USAR 1, donc unité de sauvetage d'appui et de recherche, formés pour tout ce qui est catastrophes liées au tremblement de terre, et 4 chefs d'unité. L'année dernière, nous avons déjà formé 24 USAR 1 et 5 chefs d'unité qui ont également participé à cette formation en tant qu'élèves formateurs. Autre intervention, c'est celle du colonel attaché de sécurité de l'ambassade. Une formation spécialisée, très pointue, dans un domaine qui peut concerner, et qui concerne, mais on ne souhaite pas vouloir mettre en œuvre évidemment ces compétences à Djibouti, ce qui voudrait dire qu'il y aurait malheureusement une situation de cataclysme. Mais vous êtes des gens qui aujourd'hui êtes armés pour faire face à cette situation parce que vous avez travaillé pour décrocher cette attestation de stage, ce diplôme, et c'est vraiment, je vous en félicite, que ce soit les équipiers ou les chefs d'équipe. Ensuite, je tenais à exprimer au colonel tout notre plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui et tout au long de l'année pour contribuer par les formations à un meilleur service public de protection civile au service de la population. Être sapeur-pompier, c'est servir la population, c'est un métier d'engagement et qui nécessite évidemment de régulièrement entretenir ses compétences techniques, de faire des exercices, de s'entraîner, comme l'a dit le colonel, d'entretenir le matériel, d'y veiller pour être prêt le jour où l'événement se produit, parce que nous sommes tous dans des métiers où nous attendons le pire, nous nous préparons à y répondre sans savoir quand est-ce qu'il interviendra. Et le colonel directeur de la protection civile a pris la parole, tout d'abord en remerciant l'ensemble des partenaires, en particulier la France, pour son soutien constant et précieux dans le renforcement des capacités nationales en matière de gestion des risques et des catastrophes. L'objet d'une formation d'USAR, c'est-à-dire l'unité de secours et d'assistance de recherche, qui consiste grosso modo au sauvetage des blémons, c'est-à-dire en cas où il y a des tremblements de terre, les premiers personnels qui vont partir ont été déjà formés en République Djibouti et au niveau des sapeurs-pompiers de Djibouti. Je touche du bois pour qu'un cataclysme de ce puisse pas venir sur Djibouti et que nous soyons protégés le long possible. Vous remerciez également mon collègue et Aurélien pour les matériels qui ont été aussi offerts par la coopération française à cette première unité, car c'est la première unité d'USAR qui a été formée en République Djibouti. Nous allons continuer à explorer cette recherche parce que c'est très important. Aussi pour le personnel ici présent, mes félicitations. J'ai l'impression qu'il faut continuer aussi pour recruter d'autres personnes, d'autres sapeurs, afin de vous renforcer, parce que vous n'êtes pas uniquement sur Djibouti. Il y a la mer qui est à Tadjoura, il y a la mer qui est à Obok. Il n'y a pas qu'à Djibouti-Ville, donc votre personnel sera renforcé. Des caps de formation seront rehaussés, il y aura des officiers et des chefs de section
qui vont travailler en commun et les moyens vont être renforcés également. Fabiani, mon commandant, merci pour tout l'effort et toute l'investigation et toutes les formations que vous avez pu réaliser pour les sapeurs-pompiers de Djibouti au nom de la France et de la République de Djibouti. Mes remerciements sincères et je suis fier et heureux de t'avoir connu. Voilà. Mais aussi, une aparté aussi que je voudrais transmettre, attendez mon cher ami, à mes chers amis, le maître principal, Balcon et Major de Chêne et leur équipe de la base navale et de la base aérienne des FEDJ, qui nous ont permis de pouvoir y aller dans les cadres de cette formation et dans toutes les formations qui se réalisent à Djibouti, de pouvoir collaborer et de pouvoir travailler dans leurs casernes respectives. Mes remerciements au Major. La base navale de la base aérienne de la République de Djibouti est une institution qui a, en tant que pompier, travaillé depuis la création et la naissance de la République de Djibouti et que nous continuons à maintenir nos relations. Merci, mes sincères remerciements, Major. Dans le cadre de la cohésion sociale, l'UNFD, en collaboration avec le PNUD, ont organisé des rencontres sportives féminines dans le but de sceller des partenariats, mais aussi une cohésion sociale entre les équipes en sport, des rencontres sportives féminines dans le but qui se sont déroulées au complexe sportif. Deux équipes se sont affrontées. L'équipe de foot de Kertilé et celle du SGTD se sont affrontées lors d'un match de foot hier après-midi au complexe sportif féminin. L'équipe du SGTD a remporté le match sous le score de 1-0. Ensuite, une cérémonie de remise de trophées a eu lieu en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, de la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, la directrice du complexe, le président de la commune de Boul'Aous. En effet, le président de la commune de Boul'Aous s'est exprimé. Voici un extrait de son intervention. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, à sa tête la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, dont je salue ici son engagement envers la société, ont entamé avec la secrétaire générale et le staff de l'Union nationale des femmes djiboutiennes ont entamé une série d'activités en cascade pour inculquer et pour la cohésion sociale. Vous savez, la cohésion sociale, c'est les piliers et c'est des valeurs dont Djibouti est spécialiste. C'est des valeurs que nous avons, nous devons les préserver et les promouvoir aussi. Donc l'UNFD a multiplié des activités. En premier, il y a eu une série de formations des femmes élues de Balbala, Boul'Aous, Razdika sur la cohésion sociale. Vous savez, les femmes élues représentent tous les quartiers de la République de Djibouti et la région de l'intérieur aussi. Donc ces femmes ont été formées pour qu'elles puissent porter. Vous savez, les mamans sont le noyau central de la cohésion sociale. La femme est un pilier central sur la cohésion sociale, puisque c'est elle qui apprend à l'enfant le premier pas. C'est elle qui apprend à l'enfant les valeurs qu'il doit partager quand il va être grand. Aux nouvelles du monde, cette fois à Gaza, le mouvement de résistance du Hamas a réaffirmé qu'il poursuivait ses efforts intensifs et responsables pour faire aboutir un cycle de négociations en vue d'un accord global. Mais Mohamed. 143e jour de la guerre d'extermination contre la bande de Gaza, l'armée d'occupation israélienne a reconnu que 3 de ses soldats avaient été blessés, dont 2 gravement par un tir d'élite de la résistance dans la ville de Gaza. Elle a également admis la mort d'un soldat à Khan Younis mercredi que la résistance avait tenté de capturer avant de le tuer tout en s'emparant de son arme. Le mouvement de résistance Hamas a réaffirmé qu'il poursuivait ses efforts intensifs et responsable pour faire aboutir le cycle actuel de négociations en vue d'un accord global. Dans le même contexte, le président américain Donald Trump a déclaré que les négociations avaient réalisé des progrès concrets et qu'un accord était proche. Pendant ces temps, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, recherché par la Cour pénale internationale, continue d'affirmer que Gaza ne doit pas représenter une menace pour Israël. Des sources de l'hôpital du martyr Al-Aqsa ont annoncé que 14 Palestiniens ont été
héritiers et des dizaines d'autres blessés dans une frappe israélienne sur Der al-Balah, au centre de la bande de Gaza. Et des sources locales ont indiqué que l'aviation israélienne avait ciblé une file d'attente pour la distribution des compléments alimentaires pour enfants à Der al-Balah, précisant que la majorité des victimes étaient des enfants et des femmes. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.